Imagine un instant que tu es debout sur un quai de gare et le train est là, les portes sont ouvertes et quelqu'un que tu aimes monte à bord. Tu restes sur le quai, le train commence à bouger lentement. Et dans ce moment suspendu, quelque chose se passe en toi que les mots ont du mal à saisir. Ce n'est pas exactement de la tristesse, ce n'est pas exactement de la peur. C'est quelque chose de plus profond, de plus ancien, quelque chose qui touche à ce que tu es vraiment, à ce dont tu as besoin, à ce que tu ressens quand l'autre s'éloigne. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de ça ensemble, de ce moment précis où quelqu'un s'éloigne, et plus particulièrement de ce qu'un homme ressent dans ces instants-là. Non pas pour généraliser, non pas pour dire que tous les hommes sont pareils, mais pour essayer de comprendre quelque chose d'essentiel sur la façon dont nous vivons les séparations, les distances, les absences. Parce que je crois que ce sujet est plus important qu'il n'y paraît. On parle beaucoup de ce que les femmes ressentent dans les relations, on parle beaucoup de la communication, de l'attachement, des besoins émotionnels. Mais on parle très peu de ce qui se passe à l'intérieur d'un homme quand il sent que l'autre s'éloigne. Et ce silence, je pense, coûte très cher à tout le monde. Je voudrais qu'on explore ça ensemble aujourd'hui. Avec douceur, avec curiosité, sans jugement. Parce que comprendre ce que l'autre ressent, c'est toujours un acte d'amour. Et comprendre ce que toi tu ressens, c'est toujours un acte de courage. Alors installe-toi confortablement, prends quelques respirations et laisse-moi t'accompagner dans cette exploration. Il y a une chose que j'ai apprise au fil des années, à travers ma pratique clinique, à travers les livres, à travers mes propres expériences de vie. Et cette chose, c'est que les émotions ne mentent jamais. Elles peuvent être mal comprises, elles peuvent être mal exprimées, elles peuvent être enfouies, niées, transformées en colère ou en silence, mais elles ne mentent jamais. Et quand un homme ressent quelque chose au moment où tu t'éloignes, ce qu'il ressent est réel, même s'il ne sait pas le nommer, même s'il ne le montre pas. Commençons par le commencement. Par quelque chose que la psychologie appelle la théorie de l'attachement. Je sais que ce terme peut sembler un peu technique, mais je t'assure que c'est quelque chose de très simple, de très humain et de très universel. John Bowlby, un psychiatre britannique, a passé une grande partie de sa vie à observer comment les enfants réagissent quand leur figure d'attachement, généralement la mère, s'éloigne. Et ce qu'il a découvert a changé notre façon de comprendre les relations humaines pour toujours. Il a observé que les enfants, quand leur mère s'éloigne, traversent un processus prévisible. D'abord la protestation, ils pleurent, ils cherchent, ils appellent. Ensuite le désespoir, ils se retirent et ils deviennent silencieux, ils semblent perdus. Et enfin, si la séparation dure trop longtemps, le détachement, une sorte d'indifférence apparente qui est en réalité une façon de survivre à la douleur. Maintenant, je voudrais que tu fasses quelque chose avec moi. Je voudrais que tu penses à un homme que tu connais ou peut-être à toi-même si tu es un homme qui nous écoute et que tu regardes ces trois étapes, la protestation, le désespoir, le détachement. Et demande-toi si tu ne reconnais pas quelque chose là-dedans. Parce que ce que Bowlby a observé chez les enfants, nous le retrouvons chez les adultes. Nous le retrouvons dans toutes les relations. Et nous le retrouvons de façon particulièrement frappante chez les hommes, même si les formes sont différentes. Un homme qui proteste ne pleure pas toujours. Parfois, il appelle 10 fois de suite. Parfois, il envoie des messages qui semblent agressifs, mais qui sont en réalité des cris. Parfois, il devient irritable, distant, sarcastique. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la protestation. Un homme en désespoir ne s'effondre pas toujours sur le sol. Parfois, il se jette dans le travail. Parfois, il passe des heures à regarder son téléphone sans rien faire. Parfois il boit un peu trop, mange un peu trop, dort un peu trop ou pas assez, ce n'est pas de l'indifférence, c'est du désespoir. Et un homme en détachement ne t'a pas oublié. Il a simplement appris à ne plus espérer. Et c'est peut-être la chose la plus triste de tout ce que je vais te dire aujourd'hui. Prenons un moment pour laisser ça s'installer, parce que je pense que c'est important. Nous avons tous tendance à interpréter le comportement de l'autre à travers le filtre de nos propres émotions. Et quand un homme se tait, quand il se retire et quand il semble ne pas se soucier de toi, notre première réaction est souvent de penser qu'il ne ressent rien, ou pire, qu'il ne t'aime pas. Mais ce n'est presque jamais la vérité. Je me souviens d'un homme que j'ai accompagné en thérapie, appelons-le Marc. Marc avait 42 ans. Il était ingénieur, père de 2 enfants, marié depuis 15 ans. Sa femme était venue me voir en premier, désespérée parce qu'elle avait l'impression que Marc ne la voyait plus, qu'il ne la touchait plus, qu'il ne lui parlait plus vraiment. Elle pensait qu'il ne l'aimait plus. Quand Marc est venu me voir à son tour, j'ai découvert quelque chose de complètement différent. Marc était éperdument amoureux de sa femme, mais depuis quelques mois, il avait senti qu'elle s'éloignait. Elle avait commencé un nouveau travail, elle avait de nouvelles amies, elle semblait heureuse d'une façon qui ne passait plus vraiment par lui. Et Marc, au lieu de le lui dire, avait commencé à se retirer.
Parce que dans son monde intérieur, se retirer était une façon de ne pas être un fardeau, de ne pas montrer qu'il avait besoin, de ne pas risquer d'être rejeté. Et sa femme, voyant qu'il s'est retiré, s'était éloignée encore un peu plus. Et Marc, voyant qu'elle s'éloignait encore, s'était retiré encore davantage. Un cercle vicieux parfait. Deux personnes qui s'aimaient profondément et qui se faisaient souffrir mutuellement par peur de souffrir. Cette histoire n'est pas exceptionnelle, elle est au contraire terriblement commune. Et elle nous dit quelque chose d'essentiel sur la façon dont les hommes vivent l'éloignement. Les hommes, dans leur grande majorité, ont appris très tôt dans leur vie à ne pas montrer leur vulnérabilité. On leur a appris parfois avec les meilleures intentions du monde que pleurer c'est faible, que demander de l'aide c'est honteux, que montrer qu'on a besoin de quelqu'un c'est dangereux. Et ces leçons, apprises dans l'enfance, deviennent des réflexes automatiques à l'âge adulte. Alors quand un homme ressent la douleur de l'éloignement, il ne la montre pas de la façon dont on pourrait s'y attendre. Il ne dit pas « je souffre, j'ai besoin de toi, ne t'éloigne pas ». Il dit ça d'une autre façon, parfois en devenant silencieux, parfois en devenant irritable, parfois en se jetant dans une activité, parfois en disparaissant lui-même comme pour devancer la séparation. Et c'est là que quelque chose de très important se joue, parce que ces comportements mal compris peuvent provoquer exactement ce que l'homme cherchait à éviter. Si tu t'éloignes parce que tu te sens s'éloigner, vous êtes tous les deux en train de vous blesser mutuellement sans le vouloir. Parlons maintenant de quelque chose que j'appelle la peur du vide. C'est une expression que j'utilise pour décrire ce sentiment particulier qu'un homme peut ressentir quand la présence de l'autre commence à manquer. Ce n'est pas simplement la solitude, c'est quelque chose de plus viscéral. C'est comme si une pièce de toi-même s'était soudainement vidée. Comme si quelque chose qui donnait du sens à tes journées avait disparu sans prévenir. Certains hommes décrivent ça comme une sensation physique, une sorte de creux dans la poitrine, un manque d'appétit. Une difficulté à se concentrer, d'autres le décrivent comme une sorte de flottement, comme si sans la présence de l'autre, ils ne savaient plus tout à fait où ils étaient, qui ils étaient. Et cette peur du vide, elle révèle quelque chose de très profond sur la façon dont cet homme s'est construit. Elle révèle le type d'attachement qu'il a développé dans son enfance et qu'il reproduit maintenant dans ses relations adultes. La psychologie de l'attachement distingue plusieurs grands styles. Il y a l'attachement sécure, celui des personnes qui ont grandi avec des figures parentales stables et disponibles et qui ont appris que les relations sont sûres, que l'autre reviendra, que l'éloignement temporaire n'est pas une catastrophe. Ces personnes peuvent tolérer la distance sans trop de souffrance, elles font confiance. Il y a l'attachement anxieux, celui des personnes qui ont eu des figures parentales et inconsistantes, parfois présentes et chaleureuses, parfois absentes ou imprévisibles. Ces personnes ont appris que l'amour est incertain et elles passent leur vie relationnelle à essayer de s'assurer que l'autre ne va pas partir. Elles sont hypersensibles aux signaux d'éloignement. Elles interprètent chaque silence, chaque retard, chaque changement de comportement comme une menace. Et il y a l'attachement évitant, celui des personnes qui ont eu des figures parentales peu disponibles émotionnellement, qui ont appris que montrer ses besoins ne servait à rien, voire était dangereux. Ces personnes ont développé une apparente autonomie. Elles semblent ne pas avoir besoin des autres, mais en réalité, elles ont des besoins relationnels tout aussi intenses et simplement enfouis très profondément. Et voilà quelque chose d'important. Quand un homme s'éloigne, quand tu t'éloignes, il est très souvent en train d'activer son style d'attachement. L'homme anxieux va se rapprocher encore plus, parfois de façon étouffante, parfois de façon maladroite. L'homme évitant va se retirer, créer de la distance, sembler indifférent. Mais dans les deux cas, ce qui se passe à l'intérieur est la même chose. Une peur profonde de perdre quelque chose d'essentiel. Si ce contenu t'aide à mieux comprendre les relations humaines, pense à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Ça m'aide vraiment à continuer ce travail. Revenons à notre exploration. Nous avons parlé de l'attachement, de la peur du vide, des différentes façons dont les hommes réagissent à l'éloignement. Maintenant, je voudrais qu'on aille un peu plus loin. Je voudrais qu'on parle de ce que cela révèle de toi, parce que c'est ça, finalement, le titre de notre conversation aujourd'hui. Ce qu'un homme ressent quand tu t'éloignes révèle quelque chose de toi. Et cette idée mérite qu'on s'y arrête longuement. La première chose que ça révèle, c'est ta place dans sa vie. Quand un homme ressent quelque chose de fort à ton éloignement, c'est la preuve que tu comptes, que ta présence a une valeur dans son existence, que tu n'es pas interchangeable. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie parfois. On peut être tellement focalisé sur la façon dont l'autre réagit, sur ses comportements, sur ses silences, qu'on oublie ce que ces réactions disent de notre importance.
Un homme qui ne ressent rien quand tu t'éloignes, et ça existe aussi, mais ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de l'homme qui ressent quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une reconnaissance de ta valeur. La deuxième chose que ça révèle, c'est la qualité du lien que vous avez créé ensemble. Parce que l'attachement ne se développe pas dans n'importe quelle relation. Il se développe là où il y a eu de la présence, de la chaleur, de la réciprocité. Si un homme souffre de ton éloignement, c'est que vous avez construit quelque chose ensemble, quelque chose de réel, et ça aussi c'est précieux. La troisième chose, et c'est peut-être la plus intéressante, c'est ce que ça révèle de tes propres comportements dans la relation, parce que nous nous éloignons rarement sans raison. Parfois on s'éloigne parce qu'on a besoin d'espace, parfois on s'éloigne parce qu'on est blessé, parfois on s'éloigne parce qu'on teste, consciemment ou non, si l'autre va venir nous chercher. Et parfois, on s'éloigne parce qu'on ne sait pas comment demander ce dont on a besoin autrement. Je voudrais m'arrêter un instant sur cette dernière idée, parce que je pense qu'elle est plus fréquente qu'on ne le croit. Il arrive que l'éloignement soit une forme de communication, une façon de dire « je ne vais pas bien, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin que tu te battes pour moi ». Et dans ces moments-là, la réaction de l'homme à cet éloignement va te dire quelque chose d'important sur sa capacité à lire tes besoins, sur sa sensibilité émotionnelle, sur son désir de préserver le lien. Mais je voudrais aussi te dire quelque chose avec beaucoup de douceur. Cette façon de communiquer par l'éloignement, même si elle est compréhensible, même si elle est très humaine, elle est aussi très risquée. Parce que tous les hommes ne savent pas la lire, parce que certains vont l'interpréter comme un rejet et se retirer à leur tour. Et parce que la communication directe, même si elle est plus difficile, même si elle est plus vulnérable, est presque toujours plus efficace. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui vient de la thérapie de couple. Elle dit que dans une relation, nous sommes tous les deux les auteurs de ce qui se passe. Nous co-créons notre relation à chaque instant. Chaque éloignement est une contribution à l'histoire que nous écrivons ensemble. Et ça signifie que nous avons tous les deux une responsabilité. Et ça signifie aussi que nous avons tous les deux le pouvoir de changer quelque chose. Parlons maintenant d'une chose que j'appelle le paradoxe de la distance. C'est quelque chose que j'ai observé maintes fois dans ma pratique et qui me fascine toujours autant. Il s'agit du fait que parfois s'éloigner d'un homme peut créer une forme de rapprochement. Non pas parce que jouer à des jeux est une bonne idée, non pas parce que la manipulation est saine dans une relation, mais parce que la distance peut parfois réveiller quelque chose. Voici comment ça fonctionne. Quand nous sommes constamment disponibles pour quelqu'un, quand notre présence est acquise, quand l'autre n'a jamais à se demander si nous serons là, quelque chose se passe dans la dynamique relationnelle. La présence perd de sa valeur, non pas parce que l'autre est ingrate, mais parce que c'est simplement la façon dont fonctionne notre système nerveux. Nous nous habituons à ce qui est constant. Nous remarquons ce qui change. Alors quand tu t'éloignes, même légèrement, même temporairement, quelque chose se réveille chez l'homme. Une forme d'attention, une forme de conscience de ta valeur. Comme si la distance lui permettait de te voir à nouveau, de te retrouver, de réaliser ce que ta présence représente pour lui. Mais voilà le paradoxe. Si cet éloignement est perçu comme un rejet, si l'homme a un style d'attachement anxieux, il ne va pas se rapprocher. Il va au contraire se sentir confirmé dans sa peur que tu vas partir. Et il va peut-être se retirer lui-même pour se protéger, ou il va se rapprocher de façon maladroite, envahissante, qui va te donner envie de t'éloigner encore plus. Et si l'homme a un style d'attachement évitant, l'éloignement va lui sembler naturel, presque confortable. Il va se dire, eh bien, elle a besoin d'espace, moi aussi j'ai besoin d'espace, parfait. Et il ne va pas se rapprocher non plus parce qu'il n'a pas appris à le faire. Alors comment naviguer dans tout ça? Comment utiliser la distance de façon saine dans une relation? Je crois que la réponse est dans l'intention. S'éloigner pour prendre soin de soi, pour se ressourcer, pour cultiver sa propre vie, sa propre identité, ses propres amitiés, c'est sain et c'est nécessaire. S'éloigner pour punir, pour tester, pour manipuler, ça crée de la souffrance et de la confusion. Et la différence entre les deux, elle réside dans la communication. Si tu as besoin d'espace, dis-le. Si tu as besoin de temps pour toi, explique-le. Non pas pour justifier chaque moment de ta vie, mais pour que l'autre ne comble pas le vide de ton absence avec ses propres peurs. Parce que c'est ce qui se passe quand on ne communiquait pas, l'autre comble le silence avec ses propres histoires. Et ces histoires sont presque toujours plus sombres, plus effrayantes, plus catastrophistes que la réalité. Continuons notre exploration. Je voudrais maintenant te parler d'un concept que j'ai développé au fil de mes lectures et de ma pratique et que j'appelle la cartographie émotionnelle masculine.
C'est une façon de comprendre comment les émotions circulent ou ne circulent pas chez beaucoup d'hommes. Imagine une carte géographique. Sur cette carte, il y a des routes bien tracées, des autoroutes larges et rapides. Et il y a des chemins de traverse, des sentiers mal balisés, des zones sans route du tout. Chez beaucoup d'hommes, les émotions dites primaires, la colère, la fierté, le désir, ont des autoroutes. Elles circulant facilement, elles s'expriment sans trop de difficultés. Mais les émotions plus vulnérables, la peur, la tristesse, le besoin, la tendresse, elles n'ont souvent que des petits sentiers mal tracés, voire aucune route du tout. Et quand une émotion n'a pas de route pour circuler, elle ne disparaît pas pour autant. Elle cherche une autre voie, elle se transforme, la tristesse devient irritabilité, la peur devient colère. Le besoin devient contrôle. Et c'est pour ça que parfois, un homme qui souffre de ton éloignement va te sembler en colère contre toi, alors qu'en réalité, il a peur. Va te sembler froid et distant, alors qu'en réalité, il est blessé. J'ai un souvenir très clair d'une conversation avec un homme d'une cinquantaine d'années, appelons-le Pierre. Pierre était venu me voir après une rupture difficile. Sa compagne l'avait quitté après 5 ans de relation. Et Pierre me disait, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Elle me disait toujours que j'étais froid, que je ne montrais pas mes sentiments. Mais moi, je l'aimais vraiment. Qu'est-ce que j'aurais dû faire de plus ? Nous avons passé plusieurs séances à explorer sa façon d'exprimer ses émotions. Et j'ai découvert quelque chose de fascinant. Pierre exprimait son amour, mais pas avec des mots. Il l'exprimait en réparant les choses dans l'appartement, en s'assurant que la voiture avait toujours de l'essence, en planifiant les vacances avec soin, en restant silencieux à côté d'elle quand elle était triste, parce que pour lui, être là sans rien dire était la plus haute forme de présence. Et sa compagne, qui avait besoin de mots, de déclarations, de tendresse verbale, n'avait pas vu tout ça. Ou plutôt, elle l'avait vu, mais elle ne l'avait pas reconnu comme de l'amour. Parce que ce n'était pas le langage de l'amour qu'elle connaissait. Cette histoire me touche beaucoup, parce qu'elle illustre quelque chose que Gary Chapman a très bien décrit dans son livre sur les langages de l'amour. Nous n'exprimons pas tous l'amour de la même façon, et nous ne le recevons pas tous de la même façon. Et quand nos langages sont différents, nous pouvons nous aimer profondément et pourtant nous sentir non aimés. Pierre exprimait son amour par des actes de service, sa compagne le recevait par les mots d'affirmation, 2 langages différents. 2 personnes qui se sont manquées l'une l'autre pendant 5 ans, non pas par manque d'amour, mais par manque de traduction. Et quand Pierre sentait qu'elle s'éloignait, quand il sentait sa frustration grandir, il ne savait pas lui dire en mots ce qu'il ressentait. Alors il réparait encore plus de choses, il planifiait encore plus de voyages. Il était encore plus silencieux à côté d'elle, et elle, ne voyant pas les mots qu'elle cherchait, s'éloignait encore plus. Si ce que tu entends aujourd'hui résonne avec toi, si ça t'aide à voir tes relations d'une façon différente, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à laisser un commentaire. Ce travail a du sens et ça m'encourage à continuer. Parlons maintenant de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, quelque chose que j'appelle la honte masculine. Parce que je crois que la honte est au cœur de beaucoup de souffrances relationnelles chez les hommes et qu'on n'en parle pas assez. La honte, c'est cette sensation d'être fondamentalement défectueux. Pas d'avoir fait quelque chose de mal, mais d'être quelque chose de mauvais. Et pour beaucoup d'hommes, avoir besoin de quelqu'un, dépendre émotionnellement de quelqu'un, souffrir quand quelqu'un s'éloigne, tout ça est associé à de la honte. Parce que ça contredit l'image de l'homme fort autonome qui n'a besoin de personne. Brené Brown, une chercheuse américaine que j'admire beaucoup, a passé des années à étudier la honte et la vulnérabilité. Et elle a découvert quelque chose de très intéressant sur la honte masculine. Elle dit que le message que les hommes reçoivent de la société est clair. Ne sois pas faible. Et que tout ce qui ressemble à de la faiblesse, la peur, le besoin, la tristesse, la dépendance affective, déclenche de la honte chez beaucoup d'hommes. Et la honte, nous le savons, se gère de 2 façons principales. Soit on l'a cachée, on la recouvre, on fait semblant qu'elle n'est pas là, soit on l'attaque, on la projette sur les autres, on devient agressif ou défensif. Dans les 2 cas, le résultat est le même. La connexion avec l'autre devient impossible. Alors quand tu t'éloignes d'un homme qui porte cette honte, ce qui se passe en lui est très compliqué. D'un côté, il a besoin de toi, il souffre de ton absence. De l'autre côté, reconnaître ce besoin, encore moins l'exprimer, lui semble impossible parce que ça activerait cette honte insupportable. Alors il se tait. Il se durcit, il fait semblant de ne pas avoir besoin. Et parfois, il part le premier pour ne pas souffrir d'être quitté. C'est ce qu'on appelle parfois l'abandon défensif, se retirer avant d'être abandonné, créer soi-même la distance pour ne pas la subir. Et c'est une des choses les plus douloureuses que j'ai observées dans ma pratique clinique, des hommes qui sabotent leurs propres relations par peur de les perdre.
Maintenant, je voudrais te parler de quelque chose de différent, de quelque chose de plus lumineux. Je voudrais te parler de ce qui se passe quand un homme apprend à vivre autrement avec ses émotions. Quand il apprend à nommer ce qu'il ressent, quand il apprend à tolérer la vulnérabilité sans en mourir, parce que ça arrive. Et quand ça arrive, c'est beau à voir. J'ai connu des hommes qui, à 40, 50, 60 ans, ont commencé à s'ouvrir, pas parce qu'une femme les y avait forcés, pas parce qu'une thérapie les avait transformés du jour au lendemain, mais parce que la vie leur avait présenté quelque chose qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Une maladie, une perte, une rupture, un enfant qui leur disait « Papa, tu es là, mais tu n'es pas vraiment là ». Et dans ces moments de crise, quelque chose se fissure, et par ces fissures, comme dirait Leonard Cohen, la lumière entre. Ces hommes commencent à voir que leur armure, si efficace pour les protéger de la souffrance, les protège aussi de la joie, de la connexion, de la vraie intimité. Que vivre derrière des murs, c'est vivre seul, même entouré de monde. Et quand ces hommes commencent à s'ouvrir, quelque chose de magnifique se produit dans leur relation. Ils commencent à dire « j'ai besoin de toi ». Ils commencent à dire « j'ai peur que tu t'éloignes ». Et ces mots si simples, si directs, changent tout. Parce que la vulnérabilité, contrairement à ce qu'on nous a appris, n'est pas une faiblesse, c'est le fondement de toute vraie connexion. On ne peut pas se connecter vraiment à une armure. On ne peut se connecter qu'à un être humain réel avec ses peurs, ses besoins, ses failles. Voilà quelque chose que je voudrais que tu retiennes. La vraie intimité naît là où deux personnes osent se montrer telles qu'elles sont vraiment, pas telles qu'elles voudraient être, pas telles que la société leur dit d'être, mais telles qu'elles sont dans leur humanité complète et imparfaite. Continuant, je voudrais maintenant aborder quelque chose d'un peu délicat. La question de ce que ton éloignement dit de toi, de tes propres besoins, de tes propres peurs, parce que nous nous éloignons rarement sans raison. Et comprendre pourquoi nous nous éloignons est souvent aussi important que de comprendre comment l'autre réagit à cet éloignement. Il y a plusieurs types d'éloignement. Le premier que j'appellerais l'éloignement de croissance. C'est quand tu t'éloignes parce que tu grandis, parce que tu explores de nouvelles parties de toi-même. Parce que tu développes ta carrière, tes amitiés, tes passions. Cet éloignement est sain et nécessaire. Il ne menace pas la relation, il l'enrichit. Parce qu'une relation entre deux personnes qui ont chacune une vie pleine et riche est infiniment plus vivante qu'une relation de fusion où chacun dépend entièrement de l'autre. Le deuxième type, l'éloignement de protection, c'est quand tu t'éloignes parce que tu as été blessé, parce que quelque chose dans la relation t'a fait souffrir et que tu te protèges. Cet éloignement est compréhensible, mais il peut devenir un piège si on n'y prend pas garde. Parce que c'est protégé en s'éloignant. Ça fonctionne à court terme. Mais à long terme, ça crée de la distance qui peut devenir irréversible. Le troisième type, l'éloignement de communication. C'est quand tu t'éloignes pour envoyer un message, quand tu n'as pas les mots pour dire ce que tu ressens, ou quand tu as l'impression que les mots ne servent à rien, alors tu utilises la distance comme langage. C'est très humain, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi très risqué. Et le quatrième type, l'éloignement de peur. C'est peut-être le plus subtil. C'est quand tu t'éloignes parce que la relation devient trop intense, trop réelle, trop proche. Parce que l'intimité t'est fait peur. Parce que quelque chose en toi dit, si je m'approche trop, je vais me faire mal. Et alors tu crées de la distance pour te protéger d'une douleur qui n'a pas encore eu lieu. Ce type d'éloignement est particulièrement intéressant parce qu'il révèle quelque chose de ton propre style d'attachement. Les personnes avec un attachement évitant ont souvent ce réflexe. Plus la relation devient proche, plus quelque chose les pousse à s'éloigner. Et elles peuvent passer leur vie à chercher la connexion tout en la fuyant, sans jamais vraiment comprendre pourquoi. Si tu te reconnais dans cette description, je voudrais te dire quelque chose avec beaucoup de douceur. Ce n'est pas ta faute. Ces réflexes se sont construits très tôt dans ta vie en réponse à des expériences réelles. Ils t'ont protégé à un moment où tu avais besoin de protection. Mais ils peuvent aussi t'empêcher de vivre la connexion profonde que tu cherches peut-être. Et la bonne nouvelle, c'est que ces réflexes peuvent changer, pas du jour au lendemain, pas sans effort. Mais ils peuvent changer. Si ce contenu t'aide à mieux te comprendre et à mieux comprendre tes relations, pense à laisser un like et à t'abonner. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile dans sa relation, partage cet audio avec lui. Parfois, les mots juste au bon moment changent tout. Parlons maintenant de quelque chose que j'appelle le moment de vérité. C'est ce moment dans une relation où l'éloignement devient si grand que l'un des deux ou les deux doit choisir. Choisir de se rapprocher. Choisir de nommer ce qui se passe. Choisir de risquer la vulnérabilité. Ou choisir de continuer à s'éloigner jusqu'à ce que le lien se rompe. Ce moment de vérité arrive dans presque toutes les relations longues.
Il peut prendre des formes très différentes, une dispute qui révèle quelque chose d'important, un silence qui dure trop longtemps, une conversation difficile qui s'impose d'elle-même. Une larme qui échappe à un homme qui ne pleure jamais, et ce moment de vérité, je crois, est toujours une opportunité. Même s'il est douloureux, même s'il est effrayant, parce que c'est dans ces moments-là que les relations soit se brisent, soit se renforcent, et celles qui se renforcent le font parce que quelqu'un a eu le courage de dire la vérité, de dire je souffre, de dire j'ai besoin de toi, de dire je ne veux pas te perdre. J'ai vu des couples traverser ces moments de vérité et en sortir transformés. Pas parfaits, pas sans cicatrices, mais plus vrais, plus proches, plus capables de se voir l'un l'autre dans leur humanité complète. Et j'ai vu des couplets éviter ces moments, continuer à tourner autour de ce qui fait mal, continuer à s'éloigner l'un de l'autre jusqu'à ce qu'il ne reste plus grand-chose. La différence entre les deux, souvent, c'est le courage d'un seul des deux de faire le premier pas, de baisser les armes en premier, de dire « je ne sais pas exactement ce qui se passe entre nous, mais je sais que je t'aime et je veux qu'on en parle ». Ce premier pas est toujours difficile parce qu'il demande de risquer un refus, de risquer que l'autre ne soit pas prêt, de risquer de se retrouver vulnérable sans que l'autre réponde à cette vulnérabilité. Mais ce premier pas est aussi toujours courageux. Et le courage dans les relations est toujours récompensé d'une façon ou d'une autre, même si l'autre ne répond pas comme tu l'espérais, même si la conversation est difficile. Le fait d'avoir dit la vérité, d'avoir nommé ce qui se passe, d'avoir tendu la main, ça change quelque chose en toi. Ça te dit que tu es capable d'intimité, que tu es capable de risquer. Et ça, c'est une information précieuse sur toi-même. Je voudrais maintenant te parler de quelque chose que j'appelle la reconstruction du lien. Parce que même quand l'éloignement était long, même quand les blessures sont profondes, même quand la distance semble insurmontable, il est souvent possible de reconstruire quelque chose. Pas nécessairement la même chose qu'avant, parfois quelque chose de différent, mais de plus solide. La reconstruction du lien commence toujours par la même chose, la reconnaissance. Reconnaître que quelque chose s'est passé, que l'éloignement a eu lieu, que des blessures ont été faites, même sans intention de blesser, et reconnaître ça sans se défendre, sans contre-attaquer, sans minimiser. C'est difficile parce que notre instinct de protection nous pousse à nous défendre, à expliquer, à justifier, mais la défense crée des murs et les murs empêchent la reconnexion. La deuxième étape, c'est la curiosité. Au lieu de coucher le comportement de l'autre, essayez de le comprendre. Pourquoi s'est-il éloigné? Qu'est-ce qu'il ressentait? Qu'est-ce qu'il cherchait? Cette curiosité, quand elle est sincère, crée un espace de sécurité où l'autre peut commencer à s'ouvrir. Et la troisième étape, c'est la patience. Parce que les liens qui se sont distendus sur des mois ou des années ne se reconstituent pas en une conversation. Il faut du temps. Il faut de la constance, il faut des petits gestes répétés qui disent « je suis là, je ne vais nulle part, je t'attends, j'ai une image pour ça, imagine une plante qui a manqué d'eau pendant longtemps ». Ses feuilles sont sèches, ses tigres sont fragiles. Si tu lui donnes soudainement beaucoup d'eau d'un coup, elle peut ne pas survivre. Mais si tu lui donnes régulièrement, patiemment, un peu d'eau chaque jour, elle reprend vie lentement et parfois elle devient plus belle qu'avant. Les relations sont comme ça, elles ont besoin d'eau régulière. De petites attentions quotidiennes, de présence constante, même discrète. Et quand elles ont manqué de cette eau, elles ont besoin de temps pour se réhydrater, pour retrouver leur souplesse, pour refleurir. Maintenant, je voudrais aborder quelque chose d'important, la question de ce qui est de ta responsabilité et de ce qui ne l'est pas, parce que je pense qu'il y a parfois une confusion dans les relations. Une tendance à se sentir responsable de tout ce que l'autre ressent. Si l'homme souffre de mon éloignement, est-ce ma faute? Est-ce que je dois rester proche pour ne pas le faire souffrir? Est-ce que je dois gérer ses émotions en plus des miennes? Et la réponse est non, tu n'es pas responsable des émotions de l'autre, tu peux en être l'occasion, mais tu n'en es pas la cause. Les émotions de l'autre sont les siennes, elles viennent de son histoire, de son style d'attachement, de ses peurs, de ses besoins, et c'est à lui de les gérer, de les comprendre, de les exprimer. Ce que tu peux faire, c'est communiquer clairement, être honnête sur tes besoins, être respectueuse dans ta façon de t'éloigner quand tu en as besoin. Et être disponible pour la conversation quand l'autre est prêt à la voir. Mais tu ne peux pas et tu ne dois pas renoncer à ta propre vie, à tes propres besoins, à ta propre croissance pour éviter que l'autre souffre. Parce qu'une relation où l'un des deux se sacrifie pour l'autre n'est pas une relation saine, c'est une cage. Et dans une cage, personne ne s'épanouit vraiment. La vraie question n'est pas comment est-ce que je m'éloigne sans que lui souffre. La vraie question est comment est-ce qu'on construit ensemble une relation assez solide pour que nos éloignements temporaires ne menacent pas le lien. Comment est-ce qu'on crée suffisamment de sécurité et de confiance pour que chacun puisse avoir sa propre vie sans que l'autre se sente abandonné?
Et cette question-là, elle ne peut pas avoir de réponse seule. Elle demande une conversation, elle demande deux personnes qui acceptent de se regarder en face et de dire « voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce qui me fait peur, voilà comment je voudrais que notre relation soit ». Je voudrais maintenant te parler d'une dernière chose avant de conclure. Je voudrais te parler de ce que j'appelle la beauté de l'éloignement. Parce que je ne voudrais pas que tu repartes de cette conversation avec l'idée que s'éloigner est toujours mauvais, que la distance est toujours une menace, que la séparation est toujours une blessure. Il y a quelque chose de magnifique dans la distance. Il y a quelque chose de nécessaire dans les moments où chacun est seul avec lui-même. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on se retrouve, qu'on entend sa propre voix, qu'on comprend ce qu'on veut vraiment, ce dont on a vraiment besoin, qui on est vraiment en dehors de la relation. Et ces moments de solitude, loin d'affaiblir une relation, peuvent la nourrir, parce qu'on revient de ces moments avec quelque chose à partager. Une pensée nouvelle, une émotion découverte, une partie de soi qu'on n'avait pas encore montrée. Les plus belles relations que j'ai observées dans ma vie et dans ma pratique sont celles où les deux personnes ont une vie intérieure riche, où chacun a ses propres passions, ses propres amis, ses propres espaces et solitudes, et où il se retrouve régulièrement avec la joie de quelqu'un qui revient d'un voyage et qui a des choses à raconter. Il y a un poème de Khalil Gibran sur le mariage que j'aime citer parfois. Il dit que les colonnes d'un temple se tiennent séparées, que le chêne et le cyprès ne poussent pas l'un dans l'ombre de l'autre. Cette image me touche profondément parce qu'elle dit quelque chose d'essentiel sur la façon dont deux personnes peuvent être ensemble sans se perdre l'une dans l'autre, être ensemble tout en restant soi-même. Être proche tout en respectant la distance nécessaire à chacun, être lié tout en étant libre. C'est peut-être ça la définition d'une relation saine. Et quand un homme ressent quelque chose à ton éloignement, quand il ressent ce manque, cette inquiétude, ce désir de te retrouver, c'est la preuve que le lien est vivant, que tu comptes pour lui, que votre relation a quelque chose de précieux. La question n'est pas d'éliminer cet éloignement. La question est de le vivre de façon consciente, de le communiquer avec honnêteté et de faire confiance au lien qui vous unit même quand vous êtes séparés. Parce qu'un lien fort n'est pas un lien sans distance. C'est un lien qui survit à la distance, c'est un lien qui peut se teindre et se détendre sans se briser. C'est un lien qui dit « je suis là même quand je ne suis pas là ». Laissons-nous maintenant approcher de la fin de cette conversation. Avant de te dire au revoir, je voudrais récapituler les choses les plus importantes que nous avons explorées ensemble aujourd'hui. Nous avons vu que ce qu'un homme ressent quand tu t'éloignes est réel, même s'il ne sait pas toujours le nommer ou l'exprimer. Que ces réactions, qu'il se rapproche ou qu'il se retire, sont des façons de gérer quelque chose de profond et de vulnérable. Nous avons vu que ces réactions viennent de son style d'attachement construit dans son enfance et qu'elles ne sont pas des défauts de caractère mais des stratégies de survie émotionnelle. Nous avons vu que ton éloignement révèle quelque chose de toi, ta place dans sa vie, la qualité du lien que vous avez créé et parfois tes propres peurs et tes propres besoins non exprimés. Nous avons parlé de la honte masculine, de cette difficulté profonde qu'ont beaucoup d'hommes à reconnaître leur vulnérabilité et de comment cette honte peut créer des comportements qui semblent froids ou indifférents, mais qui sont en réalité des formes de protection. Nous avons parlé du paradoxe de la distance, de la façon dont s'éloigner peut parfois réveiller quelque chose, mais aussi de la façon dont cette distance peut être mal interprétée et créer plus de souffrance. Nous avons parlé de la reconstruction du lien, de la patience et de la constance nécessaires pour retrouver quelqu'un après une période d'éloignement. Et nous avons parlé de la beauté de l'éloignement. De ce que la solitude et la distance peuvent apporter à une relation quand elles sont vécues de façon consciente et communiquées avec honnêteté. Je voudrais terminer avec quelque chose qui me tient à cœur. Quelque chose que j'ai appris au fil des années et qui m'a beaucoup aidé dans ma propre vie. Comprendre l'autre ne signifie pas tout accepter. Comprendre pourquoi quelqu'un agit d'une certaine façon ne signifie pas que ce comportement est acceptable ou qu'il n'a pas à changer, mais comprendre crée de la compassion et la compassion crée de l'espace. Et dans cet espace, quelque chose de nouveau devient possible. Quand tu comprends que l'homme qui s'est retiré quand tu t'éloignes le fait par peur et non par indifférence, quelque chose change en toi. Tu peux encore être blessé par son comportement, tu peux encore avoir besoin qu'il change, mais tu ne le vois plus comme un ennemi, tu le vois comme quelqu'un qui souffre. Et cette vision change la façon dont tu lui parles, dont tu l'approches, dont tu lui tends la main. Et quand lui comprend que ton éloignement n'est pas un rejet, mais un besoin, quelque chose change en lui aussi. Il peut encore souffrir de ton absence, mais il peut commencer à faire confiance au lien, à croire que tu reviendras, à laisser de l'espace sans paniquer.
C'est ça, je crois, la promesse du travail sur soi dans les relations, pas la promesse d'une relation sans douleur, sans malentendu, sans distance. Mais la promesse d'une relation où les douleurs, les malentendus et les distances sont traversés ensemble, avec plus de compréhension, avec plus de compassion, avec plus de vérité. Et si tu es là à m'écouter jusqu'à la fin de cette conversation, je pense que tu es quelqu'un qui cherche cette promesse. Quelqu'un qui croit que les relations peuvent être mieux que ce qu'on nous a montré. Quelqu'un qui est prêt à faire le travail nécessaire pour y arriver, et pour ça je t'admire, vraiment, parce que ce travail est difficile, il demande du courage. Il demande de regarder des parties de soi-même qu'on préférerait ne pas voir, il demande d'accepter que nous ne sommes pas parfaits, que nos relations ne sont pas parfaites et que c'est très bien ainsi. Parce que c'est dans l'imperfection que réside la beauté de l'humain, c'est dans nos failles que nous nous reconnaissons les uns les autres, c'est dans nos peurs et nos besoins que nous nous touchons vraiment. Alors je t'encourage à continuer ce chemin, à continuer à te poser des questions, à continuer à chercher à comprendre, à continuer à avoir des conversations difficiles mais nécessaires, à continuer à tendre la main même quand c'est risqué, parce que l'amour, le vrai amour, celui qui dure, celui qui nourrit, celui qui transforme, ne se construit pas dans la facilité. Il se construit dans ces moments où on choisit de rester présent même quand on a peur, où on choisit de parler même quand on préférerait se taire, où on choisit de faire confiance même quand on a été blessé. Et ce choix, tu peux le faire aujourd'hui. Pas parfaitement, pas sans hésitation, mais tu peux le faire. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Merci d'avoir pris ce temps pour toi, pour mieux te comprendre, pour mieux comprendre les autres. Ce n'est jamais du temps perdu, c'est toujours un investissement dans ce qui compte le plus. Si ce contenu t'a été utile, si quelque chose dans ce que nous avons exploré ensemble a résonné en toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à partager cet audio avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être quelqu'un qui traverse une période difficile dans sa relation. Peut-être quelqu'un qui cherche des mots pour ce qu'il ressent. Parfois, les mots juste au bon moment peuvent vraiment changer quelque chose. On se retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi avec douceur, avec patience et avec cette même curiosité bienveillante que tu as montrée aujourd'hui en restant jusqu'au bout.